le travail à la maison, c'est uniquement la capsule à voir. Je suis de plus en plus opposé au travail à la maison imposé par l'enseignant. C'est discriminant, socialement, intellectuellement, ça met les élèves en difficulté, aucun intérêt. Le travail en tout cas qui demande de s'engager intellectuellement dans quelque chose. Je ne parle pas de l'apprentissage, c'est encore autre chose. Encore que. Donc le travail à la maison se résume pour les élèves uniquement à regarder une capsule relativement brève. L'année dernière j'arrivais à 3-4 minutes. Cette année, comme j'ai découvert tout un gros thème, elles sont un peu plus longues. Mais voilà, je sais aussi mieux les faire. Donc ça passe mieux, j'arrive à mettre des films dedans pour les rendre plus attractives. Et donc leur travail, c'est de regarder une capsule vidéo, de répondre à un petit quiz qui est simplement pour vérifier qu'ils ont vu la vidéo et donc qu'ils ont commencé à comprendre les éléments de cours importants. Voilà, donc il n'y a aucun piège. Voilà, c'est le seul travail réel que je leur demande à la maison et qui est estimé à un quart d'heure toutes les 6 à 12 heures de cours. Voilà, donc pour 15 jours de classe, il y a environ un quart d'heure de travail. Et puis par contre, à la fin, il y a le travail de révision, d'apprentissage de la leçon qui peut se faire en partie à la maison. Ça, c'est uniquement le travail à la maison. Tout se fait en classe. J'estime que le temps scolaire est le temps des apprentissages, des acquisitions des savoirs et des savoir-faire. On ne peut pas déléguer ce travail-là à la maison. Je m'insurge de plus en plus quand j'entends dire qu'il ne travaille pas à la maison, donc il ne réussit pas. Si les 26 heures qu'il passe au collège ne lui permettent pas de réussir, ce n'est pas les 4, 5, 10 heures de travail à la maison qui devraient lui permettre de pouvoir réussir. Ça pour moi c'est... Ou alors on ne sert à rien. Si c'est le travail à la maison qui permet à l'élève d'être performant et de réussir, il y a un grave problème à l'école. Et à ce moment-là, notre légitimité est grandement remise en question. Donc tout se fait en classe. Le temps de la classe et le temps des apprentissages. Voire même l'apprentissage de la leçon. Je suis de plus en plus en train de mettre en place des dispositifs, de prendre le temps pour ça, pour que le temps de la classe soit aussi le temps où ils vont pouvoir apprendre. Je suis en train de travailler sur les neurosciences là-dessus, pour comment arriver à faire une routine, arriver à faire des répétitions, arriver à travailler sur l'engagement, etc., pour pouvoir les faire travailler. Oui, la fracture numérique, dès le départ, j'ai essayé de la prendre en compte, d'abord en demandant aux élèves, c'est le premier quiz qu'ils font d'ailleurs de l'année, avez-vous du matériel informatique chez vous, une connexion Internet? J'organise au sein de la classe et du collège des temps pour qu'ils puissent voir la capsule vidéo. Donc la permanence et puis le CDI, la documentaliste sont au courant, et puis ils viennent dans ma salle. Monsieur, j'ai l'heure de permanence, est-ce que je peux venir? Après, je peux aussi l'envisager, ça m'est arrivé quand il y a eu trop de soucis, bon, on voit la vidéo en début de cours, et on fait le quiz ensemble, je pense. Donc ça a été beaucoup du tâtonnement, de l'expérimentation et du retour d'expérience en discutant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup mutualisé, on s'envoyait nos capsules, ah tiens, j'arrive pas à faire ça, comment tu fais? Donc nous serait sur les outils parfois. Ah, j'ai trouvé ce super outil, donc on échangeait un petit peu nos savoir-faire là-dessus. Et finalement, les congrès de la classe inversée ont été absolument essentiels. Les deux congrès qui ont eu lieu en 2015 et 2016. Et donc l'échange est constant. Sachant qu'en plus qu'il n'y a pas une classe inversée, il n'y a pas un modèle idyllique, que chacun amène sa sensibilité, son approche du numérique, ses outils, on a constamment des choses à s'échanger. Bon, les capsules vidéo petit à petit, elles sont enrichies, mais en plus c'est pas là le plus important, c'est vraiment la pratique de la classe. De plus en plus, j'ai lâché prise par rapport à l'évaluation et par rapport aux activités que je leur demande. Notamment un principe qui est devenu absolument essentiel, je leur apporte moins de connaissances, mais à la fin ils en sachent plus, ils doivent en savoir plus. Et donc mettre en place des outils d'apprentissage qui vont leur permettre à la fin d'avoir une bien meilleure maîtrise des connaissances. Je ne suis plus face à eux, je suis au milieu d'eux, donc je ramène leur expertise, et j'ai un peu plus de temps pour pouvoir faire l'exercice de mémorisation, pour faire des quiz, pour qu'ils puissent les reprendre. Donc j'ai intégré, ce qui était assez nouveau, les phases d'apprentissage, la majorité des phases d'apprentissage dans la classe. Alors, un des points quand même, ça a été d'inclure la mémorisation de plus en plus au sein de la classe, et non plus de le renvoyer à la maison. Quelques approches spécifiques sur l'évaluation. Ça faisait longtemps que je me posais la question de l'évaluation et je n'en étais pas vraiment satisfait. Changer son évaluation, c'est vraiment rompre avec d'abord des barrières mentales que l'on a de l'évaluation. Puis ça a été l'arrêt de la note, où je ne voyais pas l'intérêt. Pour moi, noter une copie et l'enregistrer dans une moyenne alors qu'un élève est en train de rapprendre, c'est comme si on giflait un bébé qui commence à marcher. C'est du même ordre, c'est extrêmement violent pour eux.
Et donc ça a été, sur la pratique d'évaluation, de plus en plus partir sur l'évaluation formative et l'évaluation pour apprendre. Et donc j'ai mis en place l'année dernière les portfolios d'évaluation avec les ceintures de compétences qui m'ont permis, sur 2 compétences majeures que sont l'écrit et l'oral, d'avoir une échelle extrêmement détaillée qui permet de positionner les élèves très clairement sur une échelle. Je les évalue quasiment tout le temps. Ce qui permet la classe inversée, puisque je ne suis plus devant eux mais au milieu d'eux, je peux les observer constamment. Donc sur un travail de groupe, sur un écrit, je ramasse un écrit à la fin de chaque période, chaque activité, pardon, et il est évalué formativement. Voilà, t'en es là. Tu as fait ça, ça et ça. La prochaine fois, il va falloir que tu travailles tel point, tel point, tel point. Ils ont tant de temps pour acquérir les savoir-faire que j'estime être nécessaires, et les savoirs. Pour les savoirs, j'ai en grande partie renvoyé l'acquisition des savoirs sur des quiz, qu'ils peuvent faire constamment, et j'exige d'eux au moins 70% de réussite. Et les élèves refont le quiz s'il faut 1, 2, 3, 4 fois. Donc ils font le quiz formatif, puis ils font le quiz sommatif, et ainsi de suite, ce qui leur permet de continuer à apprendre tout en passant l'évaluation des pures connaissances. Et ensuite, ces connaissances sont réinjectées dans les écrits, et donc là, je peux évaluer à la fois la pertinence de l'écrit, du savoir-faire écrit, mais également la capacité à pouvoir intégrer des connaissances de façon logique, de façon pertinente, dans un sujet. Ce qui est clair, c'est que les bons élèves, au départ, sont perturbés. Mais une des caractéristiques de bons élèves, souvent, c'est leur capacité à pouvoir s'adapter. Donc, si au départ, ils sont un petit peu perturbés, très rapidement, ça remonte. Et puis, comme rien ne s'inscrit dans le temps, enfin, rien n'est fixé dans le temps, tout s'inscrit dans la durée, il n'y a pas de problème. S'ils ont loupé la première évaluation parce qu'ils n'ont pas compris comment faire, ils repassent une semaine plus tard, et c'est bon. Pour moi, l'important, c'est qu'ils sachent. Le fait d'avoir du temps, et de pouvoir mettre en place de la différenciation pédagogique, je n'en ai pas parlé dans mon activité de classe, mais c'est un essentiel, j'ai pu pousser les bons élèves. Parce que, comme je n'attends pas la même chose de tous les élèves, chacun dans son niveau, l'important c'est pas leur niveau, mais le progrès qu'ils vont réaliser. Et donc j'ai pu pousser les bons élèves à faire de la recherche, à enrichir leurs textes, voilà. Et j'ai les 5e, par exemple, qui sont capables de rédiger des textes de niveau 3e. Chose que je n'aurais pas imaginé avant. Pour les élèves les plus en difficulté, ils s'y retrouvent quand même pas mal. Il y a la capsule qu'ils peuvent revoir, ils ont constamment des aides, de l'étayage. Je suis là pour vraiment les aider. Et donc, j'ai le sentiment que pour la majorité des élèves qu'on appelle le ventre mou de la classe, du 8-11, etc., ce ventre mou a quasiment disparu. Parce que, voilà, ils ont pu être poussés vers le haut, les exigences ont changé également, voilà. Après, j'ai toujours ce souci de 3-4 élèves par classe, en très grande difficulté scolaire, sociale, médicale, où la problématique n'est pas tant l'école, mais tout l'extérieur, et où je me heurte encore, où je n'arrive pas à les faire progresser comme je voudrais. Est-ce que la classe inversée est une baguette magique? Elle a été quand même pour moi, clairement, parce que voilà, je l'attendais à ce moment-là avec la quadrature du cercle. Après, vu le boulot qu'elle demande, vu l'engagement qu'elle demande, je ne pense pas que ce soit la baguette magique pour tout le monde. Ce n'est pas la pédagogie avec un grand L et un grand P. C'est une pédagogie qui peut être efficace lorsque le collègue qui s'y investit s'y reconnaît. Ce n'est pas la solution. En tout cas, ça a été, avec un grand M, ma solution. Est-ce que je reviendrai en arrière? Certainement pas.